What's Our Problem de Tim Urban, qui est fondateur du site ou du blog, je sais pas comment on dit, Wait But Why, l'œuvre de sa vie. Je recommande chaudement, mais je vais peut-être te laisser, Georges, faire l'introduction du site ou du gars, parce que je sais que tu connais un peu. Ouais, donc c'est un mec qui... j'ai oublié c'est quoi son métier à la base, mais genre... enfin, c'est un mec lambda, quoi. Mais sa caractéristique, c'est qu'il est très curieux et très persévérant. Et du coup, il prend des sujets divers et variés qui l'intéressent. Et après, il décide de se renseigner un maximum sur ce sujet et de pondre un article. Mais ce qui les différencie du commun des mortels, c'est que juste, il est 10 fois plus persévérant que tout le monde. Et du coup, genre, il peut prendre 6 mois pour écrire un article, tu vois. Mais du coup, il sera plus complet, plus long, plus détaillé, plus précis que la plupart des gens. Et du coup, il a écrit sur des sujets de société comme des sujets technologiques, genre sujets de société, genre pourquoi faut se marier ou comment choisir sa femme. Sujet plus technique, c'est genre comment marche une voiture électrique ou le business model de Tesla. Mais du coup, en fait, il écrit surtout sur des questions un peu universelles que tout le monde se pose. Et moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus, ça se lit super facilement. Il écrit comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde, donc c'est un très bon vulgarisateur. Et en plus, il fait des petits dessins avec des stick figures. Je sais pas comment on dit ça en français. Bah, il fait sous Paint, quoi. J'allais dire, Ouais. il a un style, quoi. Il fait des petits dessins sous Paint et c'est... Exactement, il fait des petits bonhommes, tu vois. Ouais. Et donc, en gros, chaque article chaque article en moyenne est une vingtaine, trentaine, 40 minutes de lecture. Donc, c'est des articles plutôt longs. Et il est parsemé des petits dessins qu'il fait sur Paint qui aident vachement à expliquer et qui sont assez marrants. Ouais. Donc, les dessins, c'est cool. Le style d'écriture du mec est cool parce qu'il fait des blagues, il vulgarise bien, il parle comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Mais en même temps, c'est assez profond, hyper bien documenté, hyper bien sourcé. Et donc, c'est un blog assez connu dans le monde anglo-saxon, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc son livre qui s'appelle What's Our Problem, en fait, bah, à la base, c'est juste un article qu'il voulait écrire. En fait, bah, ça a pris 6 ans, quoi. Au lieu de prendre quelques semaines ou quelques mois, qui est le temps typique qu'il prend pour écrire un article. Et donc voilà, bah, ça c'est son bouquin. Et je pense qu'on peut aussi mentionner qu'il est à l'origine d'un TED Talk qui a une sorte de record dessus. Je crois que c'est un des... Si c'est pas le TED Talk qui a le plus de vues, ça doit être un des TED Talks qui a reçu le plus de vues en un temps record. Donc ça s'appelle dans la tête d'un maître procrastinateur, il me semble. Donc c'est quand même assez fort d'avoir un record sur TED Talk. Donc le gars est quand même un peu connu. Et donc, bah voilà, on va faire ce livre What's Our Problem. Et je sais pas si, pour ceux qui ont écouté de Status Game la dernière fois, il s'est passé un truc assez marrant. C'est-à-dire que j'avais lu de Status Game, j'avais commencé à faire l'épisode et je m'étais dit, ok, c'est quoi les deux, trois sujets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai en tête où en fait on se comporte comme un peu comme une secte? C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le droit d'en parler parce que sinon ça nous fait baisser notre statut. Et après, j'avais lu le livre de Tim Urban. Non, j'avais trouvé 2 exemples, et après j'avais lu le livre de Tim Urban, et il avait cité les 2 exemples que j'avais trouvés, tu vois. Et donc je me suis dit, c'est un truc de ouf quand même. Et donc je me suis dit, ah, vas-y, je les donne pas dans The Status Game, mais on peut les faire dans ce livre-là. Donc voilà, on les fera à la fin, dans un chapitre qui s'appelle l'histoire du roi moustache. Et il met des noms marrants aussi à ces chapitres. Donc voilà, donc What's Our Problem? J'ai pas du tout décrit de quoi parler le livre, mais What's Our Problem, ça va traiter du fait, aujourd'hui, il fait une intro très classique, tu vois. Il dit aujourd'hui, on a des armes nucléaires, on a des trucs puissants, on peut fabriquer des virus, on est de plus en plus puissant. D'un autre côté, et là il fait un petit dessin sous Paint avec un petit garçon qui a fait tomber sa glace par terre et qui pleure. Et d'un autre côté, on ressemble plus à des enfants de 4 ans qui ont fait tomber leur glace que à des êtres super enlightened en anglais, je sais pas comment on pourrait dire. Éclairé. Ouais, des êtres éclairés, puissants au niveau de la réflexion, quoi. Et donc, je sais pas si toi, ton gut feeling, déjà, Georges, est-ce que tu es d'accord un peu avec le prémisse du livre? Est-ce que tu vois pourquoi il dit
What's our problem? Pourquoi il dit qu'on a un problème, en fait? Pourquoi on n'est pas... pourquoi on est plus que jamais pas éclairé aujourd'hui, selon lui? Hein, je sais pas si tu as une réaction viscérale à ça, déjà. J'ai pas trop de réaction. Après, moi, je suis pas sûr qu'on soit plus que jamais. Mais en tout cas, là où moi je suis d'accord, c'est le côté... en fait, il y a une dichotomie entre notre puissance technologique et effectivement nos capacités cognitives. Tu vois. Donc, genre, on est plus puissant que jamais. Genre, je sais pas, on a dû multiplier par 1 million ou par X facteurs notre puissance technologique, donc notre confort, ce qu'on est capable de faire. On peut voler, on peut manger. Il y a une abondance de nourriture. On a une abondance de temps libre dans beaucoup de pays. On a soigné beaucoup de maladies. On a une expérience de vie qui s'allonge, etc., etc. Donc technologiquement, on domine le monde et on a maîtrisé plein de choses. Et voilà, on a multiplié notre puissance. Par contre, nos capacités cognitives, on reste plus ou moins dans le même corps qu'il y a 1000 ans ou 2000 ans. Notre cerveau, ça reste plus ou moins le même. Et du coup, je pense qu'il y a une tension à ce niveau-là. Mais je sais, voilà. Je sais pas si c'est ça qu'il veut dire, lui, ou si c'est autre chose. Justement, moi qui ai lu le livre, moi, ça me fait penser au film Don't Look Up. Je me souviens plus si tu l'as vu. Je pense que je l'ai vu. Mais tu vois ce que c'est ou pas? T'as un astéroïde qui va tomber sur la Terre et... Ah oui, je vois le pitch, mais je l'ai pas vu. Ok, d'accord. Et en fait, c'est marrant, moi, ça me fait penser à ce film-là. Ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il y a pas mal de gens qui ont vu le film Don't Look Up en disant « Ah, mais c'est une analogie du réchauffement climatique. » Voilà. Et en fait, moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. C'est-à-dire, j'ai trouvé le film génial dans le sens où, tu sais, t'as un astéroïde qui vient sur la Terre et les gens sont en train de débattre sur Twitter est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est un hoax. En fait, ça devient politique, si tu veux, et ça devient impossible d'avoir une conversation sur ce sujet-là. Et donc moi, c'est ça qui m'a marqué dans le film. C'est vraiment le premier film, j'ai l'impression, réussi, qui traite de ce sujet-là, du fait que c'est impossible en fait d'avoir certaines conversations, même quand tu as un astéroïde qui tombe sur la Terre. Et donc c'est un peu ça qu'il veut dire par What's Our Problem. Je trouve que on pourrait le prendre avec ce film-là. Mais bon, si tu l'as pas vu, du coup... Ok. voilà. Et je voulais te demander un truc qui n'a rien à voir, mais tu sais, je trouvais ça hyper drôle parce que ça parle un peu, ça en dit long sur le personnage. Tu sais, sur son site, tu peux acheter un espèce de poster où en fait, chaque ligne, c'est une année de ta vie. Et chaque ligne est constituée de 54 cases, donc qui représentent les semaines. Et donc, tu as 90 lignes, qui est en gros ce que chacun peut, on va dire, espérer au mieux comme espérance de vie. Et chaque ligne, 54 cases. Et ce que tu es censé faire, c'est afficher ce poster chez toi et cocher chaque semaine une case. Je trouvais ça incroyable comme idée. T'as déjà entendu parler de ce truc-là ou... Ouais, mais je voulais l'acheter. J'étais sûr. Sûr. Non, mais c'est angoissant quand même un peu, non? Ouais, en fait, c'est lié à un article qu'il a écrit sur le temps qui passe, en gros, et sur la vie, etc. Et c'est super intéressant comme article. Justement, il décompose la vie en différentes périodes, etc. Et donc, bref, c'est assez intéressant. Je l'ai lu il y a longtemps, je vais pas bien le retranscrire, mais lisez-le. Mais du coup, ouais, je trouve ça... de prendre conscience... Après, à la fois, je trouve ça bien, et en même temps, je trouve ça anxiogène, tu vois. Ouais, c'est anxiogène. Mais je trouve que de prendre conscience, après ça dépend si t'es religieux ou pas, tu vois. Mais si t'es pas religieux et que tu crois pas dans la vie d'après, le fait de prendre conscience que t'es là pour un nombre défini et d'avoir quelque chose qui te fait prendre conscience de l'avancement du temps et qui te donne un sentiment un peu d'urgence lié au fait que t'es pas là pour longtemps, ça peut être motivant, quoi. Ça peut être... Ouais, mais ce que je trouve incroyable, c'est que tu peux cocher la semaine, en fait. Et en fait, on se rend pas compte que ce genre de granularité, en fait, est visible sur un seul poster. Tu vois. Ouais, exactement. C'est incroyable. Et t'en as pas tant que ça. Ouais. Donc après, tu sais, maintenant, il y a plein de trucs qui sont inspirés sur Internet de ça. Il y a une extension Chrome qui te dit à quel pourcentage de ta vie t'es, tu vois. Oh non, ok, d'accord. Genre, il te dit t'es à 40%. Oh là là. C'est horrible. Non, mais c'est aussi pour illustrer que le gars a des ressources pour... faire que les choses soient visuelles, quoi. Et ça, c'est... Ouais, c'est ouais, c'est super bien. Ouais. Et ouais, c'est bien parce que, enfin, à la fois, il fait des trucs super simples, dans le sens où des petits dessins super simples à comprendre, et en même temps, ces articles, ils sont super longs, super complets et assez profonds. Et du coup, je trouve ça bien qu'il puisse faire les deux, quoi. Vas-y, on va attaquer.
Donc, quel est notre problème? Et en fait, c'est une myriade de petites illustrations et de petits concepts hyper intéressants. Et un des premiers concepts qu'il faut comprendre, ça s'appelle the ladder, donc l'échelle. Et donc, pour comprendre le concept de l'échelle, lui, il va te dire, le cerveau humain, il a deux facettes. Il a la facette primitive qui t'oblige à manger toute la tablette de chocolat. Donc, ça, c'est la facette héritée de tes ancêtres. Et lui, il va dire, tu as aussi la facette du haut intellect, celle qui est très prononcée chez toi, qui va réfléchir et dire, non, tu ne manges pas la tablette de chocolat, quoi. Ça, voilà. On va dire le cerveau primitif et le haut intellect. Et donc, si je l'illustre, quand tu as une idée politique, par exemple, je sais pas, l'avortement, c'est mal, tu as plusieurs manières d'arriver à cette conclusion. Donc, soit c'est la facette primitive de ton cerveau qui te fait arriver à cette conclusion. Donc, je sais pas, typiquement, si tes amis pensent tous que l'avortement, c'est mal, tu vas avoir envie d'être d'accord avec tes copains, c'est darwiniste. Ou alors, tu peux arriver à cette conclusion en utilisant la facette haut intellect, où tu vas essayer de réfléchir un peu objectivement. Et ça, déjà, ça me parle. Parce que moi, j'ai remarqué, tu vois, je pense que tu as remarqué aussi, Georges, que sur les sujets pas sociaux, mais culturels peut-être, j'ai souvent des pulsions un peu de droite. Et je me dis, ça doit être d'origine génétique, tu vois. Je me dis, tu sais, j'ai des pulsions, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien l'ordre, j'aime pas les fouteurs de merde. Quand il y a un événement aux infos, je dois combattre mon cerveau primitif qui va dire juste il avait qu'à pas foutre la merde, le mec. Et je sens que c'est génétique, quoi, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué certains trucs, toi, chez toi. J'ai bien remarqué. Ah, t'as remarqué chez moi, mais pas chez toi, c'est ça. J'ai bien remarqué chez toi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on a tous une forme de réaction un peu réflexive, quoi. Tu vois, c'est une sorte de Ouais. En gros, on a des trucs sur lesquels on a des impressions ou des opinions qui peuvent se forger très, très rapidement sans effort apparent. Ouais. Et ça, tu pourrais dire que c'est un peu le truc primitif ou l'inconscient ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et après, soit tu prends la peine, soit tu te restes à cette opinion-là, soit il y a beaucoup de sujets sur lesquels on choisit de rester à cette opinion-là parce qu'on n'a pas un niveau de ressources illimité. Et il y a certains sujets sur lesquels on se dit on va un peu plus réfléchir et activer le. Mais je pense qu'on a tous ce truc-là. C'est juste qu'au quotidien, tu peux pas te prendre la tête sur tout, tu vois. Donc tu fais un arbitrage. Voilà, quoi. Ouais, mais c'est. Enfin, ça, on le traitera peut-être dans le prochain livre, mais c'est vraiment un truc, moi, que j'ai récemment compris, alors qu'on l'a dit 14 fois, mais j'ai récemment vraiment bien compris qu'en fait, t'as vraiment au départ ton subconscient qui prend une décision pour toi, et après, il y a ton conscient par-dessus qui raconte une histoire. Ah oui, c'est normal que je trouve ça normal que Naël se soit fait tuer parce que nanana, et puis il raconte une histoire, tu vois. Alors qu'à la base, c'est ton subconscient qui te dit est-ce que t'es choqué ou est-ce que tu trouves ça normal. Et ça, c'est un truc. Alors, on l'a dit 14 fois dans le podcast, mais je sais pas pourquoi j'ai compris ça que récemment. Mais bref, du coup, cerveau primitif. Ouais, et sachant que l'histoire que tu te racontes, elle peut après contredire l'opinion de ton subconscient, tu vois. C'est ça aussi qui est beau, quoi. Ouais, du coup, c'est ça serait ça le haut intellect, du coup, ouais. Et donc, pourquoi on parle d'échelle, alors? Parce que, en gros, on va dire, tu te dis, l'avortement, c'est bien ou c'est pas bien. Comment t'es arrivé à cette idée? En fait, il y a plusieurs échelons. Selon lui, il dit, l'échelon numéro 1, c'est tu penses comme un scientifique. Quand tu penses comme un scientifique, tu fais une hypothèse, tu rassembles les informations, tu conclus, et tu restes toujours ouvert au fait d'avoir tort. Donc là, on est dans la catégorie haut intellect, selon lui. Ensuite, tu as l'échelon numéro 2, et il appelle ça penser comme un supporter de foot. Donc là, tu as un petit gars sous paint avec un gant de supporter de foot, de baseball. Et quand tu penses comme un supporter de foot, tu es pour une certaine idée, mais si on te démontre que c'est faux, tu vas finir par lâcher le steak. Tu sais, au foot, si de façon évidente, il y a penalty parce que tu as regardé la VAR, tu fais OK, il y a péno. Tu vois, si l'autre, il a fait un tac de bâtard, tu vas dire OK, c'est bon. Et tu vas pas apprécier les matchs corrompus. Si ton équipe gagne en payant l'arbitre, t'es pas content. Ça, c'est l'échelon 1 et 2. Et là, en fait, tu vas commencer à descendre au niveau du cerveau primitif
Mais c'est quoi la différence entre l'échelon 1 et 2? En gros, l'échelon 2, c'est que tu as une idée préconçue, alors que l'échelon 1, tu n'as pas d'idée préconçue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Oui, c'est bien résumé. Exactement. L'échelon numéro 3, c'est tu penses comme un avocat. Et penser comme un avocat, c'est traiter tes convictions comme un client. Donc, tu n'es pas là pour savoir ce qui est vrai, tu es là pour défendre ton client. Donc, ça, on comprend bien ce que ça veut dire. Et l'échelon numéro 4, c'est tu penses comme un fanatique. Le niveau le plus bas, tu traites tes idées comme un bébé tout fragile. Tu t'identifies à tes idées. Ça, c'est important. Tu t'identifies à tes idées. Il y a pas mal de gens, en gros, quand tu veux débattre une de leurs idées, ça les blesse. Enfin, c'est comme si tu remettais en question leur personne. Donc, normalement, là, tu t'identifies à tes idées. Et voilà, la remise en question de tes idées devient une insulte envers toi. Et quand tu discutes avec un fanatique, ça part souvent en dispute. Moi, je faisais ça quand j'avais 15 ans. Je lâchais pas le steak, tu vois. J'avais une idée et je disais, putain, si le mec il a des meilleurs arguments que moi, tu sais, je sentais une menace. C'est complètement débile, tu vois. Mais voilà. Ouais, après, je pense que ça dépend aussi combien tu t'es investi dans l'idée, quoi. Ouais, y a moyen. Je pense que après, ça dépend des gens, etc. Mais un truc sur lequel tu t'es beaucoup investi, sur lequel ça fait longtemps que tu travailles, qui fait partie de ton quotidien, machin, ça va être plus dur de ne pas le considérer comme partie de ton identité. Ouais. Enfin, du coup, je trouvais ça sympa de voir l'échelle, mais en fait, ça peut se résumer. Il y a lui, il appelle ça le high rung thinking, donc la pensée du haut de l'échelle, et le low rung thinking, du coup, la pensée du bas de l'échelle. Et c'est marrant, il dit qu'il a eu une révélation dans sa vie quand il a vu la vidéo de débat entre Ben Affleck et Sam Harris. Si vous l'avez pas vu, cette vidéo, elle est assez sympa. Donc, ça permet d'introduire un nouveau concept qui est le concept de laboratoire d'idées comparé à chambre d'écho. Dans un laboratoire d'idées, tu vas débattre, tu vas challenger ce que tu crois. Le fait que personne soit d'accord ou pas d'accord avec toi est complètement décorrélé du fait que ça soit un connard ou pas. Et dans la chambre d'écho, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, ça va être un connard. Et donc, tu vas pas challenger ce que tu crois, tu vas juste répéter comme quoi on a vraiment raison et que les autres ont vraiment tort. Et je sais pas, je me dis, on a tous connu un peu ce genre de situation un peu malaisante. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Georges, je sais pas, d'être invité chez des gens et ils sont tous d'accord sur un sujet, ils pensent tous la même chose, ils disent eux c'est les méchants et tout. Et toi, je sais pas, t'es pas forcément d'accord et c'est un peu mal poli, quoi. Mais tu le dis pas, du coup. Tu fais oui et tout, c'est horrible. Oui, bah oui, ça nous arrive tous. Mais du coup, toi, tu le dis pas, après... ouais, c'est ça. Quoi ? Toi, tu le dis pas. Bah, ça dépend. Ouais, mais, ça dépend. Justement, quand j'étais petit, j'étais plus jeune, je le dis, je me lançais plus dans des croisades. Mm-hmm. Et avec le temps, aujourd'hui, je suis moins un chevalier qu'avant, tu vois. Ouais. Je laisse les gens penser ce qu'ils souhaitent. Non, mais oui, après, c'est une question de milieu, tu sais, genre, en gros, dans un milieu donné, souvent, la pensée est un peu homogène, tu vois, ou dans un groupe donné, ou dans un groupe social donné, etc. Et aussi, c'est ce qui cimente l'amitié, c'est ce qui fait que blablabla. Et donc, quand tu vas dans un groupe, là, souvent, il y a certains sujets sur lesquels la pensée est homogène. Et il suffit que tu aies plusieurs groupes différents pour que tu te rendes compte qu'en fait, elle est homogène au sein d'un groupe, mais différente entre groupes. Et voilà, et après, est-ce que tu te lances dans le truc ? Ça dépend. En fait, aussi, globalement, je trouve la conversation à plus de 3. Oui, c'est un bon point, ça. Ouais. Elle est rarement enrichissante. En tout cas, sur le plan intellectuel. Elle peut être enrichissante sur le plan émotionnel et autres, ou amical, ou amoureux, je sais pas. mais sur le plan intellectuel, en fait, dès que tu es à plus de 2 ou 3, ça sert à rien, en fait. Ah oui, c'est pas mal, ça. J'avais pas pensé à ça, ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, Donc même si les gens étaient bienveillants et même s'ils ont la même idée, mais ils sont capables d'écouter, il faut quand même une discipline de faire pour pas couper la parole, pour que chacun s'écoute, pour respecter le temps de parole de chacun, pour avoir une construction, un fil d'arguments construits quand t'es 6, tu vois. Ouais, c'est pas mal, ça, j'avais pas pensé. Parce que lui, il reste un peu sur son truc. T'as des cultures qui vont être des cultures de laboratoire d'idées, t'as des cultures qui vont être des cultures de comment il appelle ça, l'autre truc,
de chambre d'écho. Ouais. Et en gros, tu dis, bah, c'est des gens, tu peux être voisin avec ces gens-là, tu peux être ami avec ces gens-là, mais le problème va arriver quand tu commences à inviter les uns les autres à dîner. Mais j'avais pas pensé au fait que, en fait, ouais, je pense que tu as hyper raison, ça dépend du nombre, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand tu es à deux, c'est souvent laboratoire d'idées, en fait. Exactement. Ouais. Bah, je pense que le groupe ne favorise pas. En fait, je pense que le groupe favorise l'ego. Enfin, Ah ouais, c'est pas mal. favorise la compétition sociale Mmh. et favorise la mise en avant de son ego. Mmh. Parce qu'on est scruté, parce qu'on ne connaît pas intimement chaque personne, parce qu'il y a un peu trop de variables à contrôler, donc on a peur, etc. En fait, ça accentue un peu la théâtralité des rapports sociaux. Alors, plus tu es dans un groupe restreint, moins c'est théâtral, moins ton ego va rentrer en jeu, plus tu rentres dans une relation intime, plus tu te sens à l'aise parce que tu contrôles les variables. En fait, il y a un interlocuteur, il n'y en a pas 7, tu vois. Et du coup, tu te sens moins vulnérable, et donc tu es moins un connard, quoi. Ouais. Ouais. Je pense, quoi. Enfin, donc, en tout cas, moi, je vois, tu vois, j'essaie d'analyser mon comportement. Je sais que dans un groupe, je suis souvent un peu plus con, quoi. Tu vois. Ouais, j'avoue. Enfin, j'avoue. Pour moi, hein, pas pour toi. C'est le mec, j'avoue. Ouais, bah non, mais c'est marrant. Et même, il dit un peu le contraire de ce qu'on dit, parce qu'il dit, en fait, on est tous... il dit carrément le contraire de ce qu'on dit. Il dit, on est tous, quand on est tout seul, aimantés vers le low rung thinking, donc le bas de l'échelle. On peut rien y faire, c'est primitif. Tu vas manger la tablette de chocolat si t'en as une. Mais il dit, dans une culture qui promeut le labo d'idées, tu vas avoir une diversité de biais, d'accord ? Donc, je sais pas, tu vas avoir des gens culturellement à droite, culturellement à gauche, machin, qui, au final, va permettre de se débarrasser des biais. Parce que vu que tout le monde est un peu dans tous les sens, ça marche à peu près. C'est-à-dire que les gens se rassemblent et ça se moyenne. Et lui, il appelle ça le génie. C'est-à-dire que les gens frottent la lampe et ça invoque un génie. Et le contraire du génie, c'est le golem. Il y a un petit dessin paint avec un golem. Et il donne l'exemple des Mongols, de Mongolie, où bah, soit tu es avec nous, soit tu nous rejoins, soit tu es contre nous et on te tue. Donc lui, il va parler de population high-rung thinking et de population low-rung thinking. Donc il n'est pas trop dans notre... Ok. Donc lui, il parle de culture. Donc c'est quoi ? C'est au niveau d'un pays, quoi ? Il explicite un peu son truc. Ouais, bah en fait, justement, dans son livre, du coup, What's Our Problem, ce qui va essayer de démontrer, c'est qu'on est en train de faire une spirale qui descend vers le golem, alors qu'avant, soi-disant, on était en mode génie. Donc, c'est ça qu'on va essayer de démontrer. Okay. Mais bon, j'ai bien aimé le truc qu'on a dit là sur le fait qu'en effet, quand on est à 2, on a tendance à être plus en laboratoire d'idées que quand on est à 8. Et ça, c'est intéressant, j'avais pas vu le truc. Et après, ouais, non, mais c'est effectivement aussi une histoire de contexte, de médias. Enfin, je trouve qu'il faut un peu donner des situations précises, quoi. Genre, oui. Tu vois, quand t'es sur un Thinkerview, quand t'es sur un podcast conversationnel, bah, on va plus t'écouter, ça va être sympa. Quand t'es sur une chronique, quand t'es sur un plateau avec 6 chroniqueurs, bah, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des contextes qui sont conçus pour l'enrichissement intellectuel et des contextes qui sont conçus pour le clash d'émotions, l'audimat, tu vois. Ouais, et je pense qu'on va avoir des clés de lecture un peu plus poussées quand on va arriver à cette partie où il parle des médias. Ouais, ok, ouais. Mais tu vois, genre j'arrive à le faire dans des contextes précis. Ouais. Mais tu vois, à l'échelle d'un pays, je saurais pas te dire, tu vois, si tel pays valorise plus. Ouais, si lui, il a une explication. Ok, on va voir ça. Ouais. Du coup, maintenant qu'on a compris l'échelle, il injecte ça dans la politique. Donc, comment on peut injecter cette échelle dans la politique ? Et là, c'est marrant parce qu'à la fois, j'ai eu l'impression qu'il enfonce des portes ouvertes et à la fois, j'étais hyper content de voir le truc et d'avoir un petit dessin et de comprendre. Et j'ai trouvé que pas mal, à certains moments, ça m'a pas mal ouvert les yeux. Donc là, son échelle, c'est un concept en 1D. D'accord ? C'est en une dimension, ça va du haut vers le bas. Et là, avec la politique, il va le transformer en 2D. Donc en gros, tu vois ton échelle qui est l'axe des Y, quoi, qui va du low rung thinking au high rung thinking. Et l'axe des X, ça va être la politique. Donc ça va être, tu vas aller de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais tu peux rajouter ce que tu veux.
Et tu vois, c'est un point basique. Mais je sais pas, ça m'a interpellé. C'est comme quoi il vulgarise très bien. Je trouvais ça hyper intéressant. Il dit que on est expert à ranger les gens dans la catégorie de l'axe X, quoi, ce que tu penses. Est-ce que tu es de droite ou de gauche? Mais on n'a pas du tout l'habitude de les ranger sur l'axe des Y, qui est l'axe de l'échelle, de ladder. Et donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, un mec de droite qui est un high-rank thinker et un mec de gauche qui est un high-rank thinker, bah, en fait, ils ont beaucoup plus de choses en commun, alors que au premier abord, c'est jamais ce qu'on dit, en fait. Et tu vois, c'est basique, mais je trouve ça... ouais, je suis d'accord, c'est super intéressant. Ça m'a allumé une petite lumière sur la tête. Mais même son histoire de ladder, en gros, si on reformule, c'est avoir une certaine honnêteté intellectuelle et avoir une capacité à écouter, à chercher le contradictoire, à douter et à éventuellement changer d'idée, quoi. En gros, c'est ça l'échelle, c'est combien t'es intellectuellement honnête et combien t'es capable de discussion constructive, quoi. Ouais. En gros. Ouais. Et si t'as en tête le scientifique, le supporter de foot, l'avocat et le fanatique, je trouve que tu vois bien en fait où t'en es. Parce qu'il y a des gens, ils sont avocats, ils sont pas fanatiques. Il y a des gens, ils sont supporters, ils sont pas scientifiques. C'est-à-dire qu'ils sont là pour défendre un truc, mais ils arrivent à dire ok, ouais, t'as raison. Tu vois, il y a quand même plusieurs. C'est pas mal les 4 niveaux, j'aime bien. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, qu'effectivement, genre, on arrive beaucoup plus à placer les gens sur l'échiquier politique gauche-droite que sur cette échelle de un peu l'honnêteté intellectuelle ou la capacité de discussion. Et effectivement, je trouve ça super important parce que effectivement, l'échelle l'une me paraît plus importante que l'autre, quoi. Ouais, c'est marrant de se dire qu'en fait, on associe toujours les gens sur l'échelle des X en disant lui il est de droite ou il est de gauche, et on dit jamais ok, lui c'est un vieux gars et lui il est quand même. Ouais. Donc c'est basique, mais ça m'a interpellé. Tu connais le Coca du futur ou pas? Non. Il a l'air pas mal. T'as jamais vu ça? Non. C'est Coca Zéro co-créé avec l'intelligence artificielle. Saveur inspirée du futur. Tiens, regarde. Il faut que je teste. T'as jamais vu du futur? Putain. Bah, ça a le goût de Coca Zéro. Non, mais oui, c'est intéressant. Et tu vois, genre, ça rejoint les bouquins de Clément Viktorovitch qu'on avait fait sur la rhétorique, etc. Ouais. Moi, je juge énormément les hommes politiques et même les gens que je rencontre dans ma vie sur cet aspect-là. Genre, est-ce que tu sens qu'il est capable de discuter? Est-ce qu'il utilise des procédés rhétoriques un peu fallacieux ou un peu belliqueux? Ou est-ce que tu sens qu'il se maîtrise, etc. Et je trouve que c'est un super bon axe d'évaluation, en particulier des personnages publics, quoi. Bah, regarde, justement. Alors, il donne une liste une checklist pour vérifier si tu es un penseur du haut de l'échelle ou un penseur du bas de l'échelle, pour le faire en français. Et il y a un des exemples qu'il donne, ça m'a fait marrer. Il m'a dit, est-ce que pour toi, une même action sera exécrable chez les autres, mais ok quand c'est toi qui le fais? Et moi, j'ai tout de suite pensé à, tu sais, à l'affaire Adrien Quatennens. Et tu te dis, mais dans quel monde, si quelqu'un qui n'avait pas été dans son parti aurait fait ça, dans quel monde Jean-Luc Mélenchon il aurait réagi comme il a réagi? Mais non, mais tu vois le truc ou pas? Oui. Non, mais c'est l'exemple typique de à aucun moment, il n'y a aucune personne sur Terre qui y croit, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il réagit comme ça parce que c'est un mec de son parti, quoi. Alors que toutes les autres fois où c'est arrivé, où c'était pas chez lui, il leur chiait dessus, quoi. Et ça, là, il a coché la case avec un marqueur noir, quoi. Après, je connais pas assez la question. Comment ça, tu connais pas la question? Non, mais je connais pas assez les positions de Mélenchax sur les violences conjugales. Enfin, je sais pas si c'était rué sur les gens avant Quatennens, tu vois. Ouais. Si, un peu quand même. Mais oui, d'accord, ouais. Après, c'est comment dire. Là, ma démarche, c'est pas de juger Quatennens ou de dire c'est bien ou c'est pas bien.
Je dis juste que c'est en gros à géométrie variable quand c'est chez lui ou quand c'est pas chez lui, tu vois. Et là, pour le coup, ça c'est... En gros, tu coches une case qui te rend... comment dire qui te fait perdre en crédibilité, quoi. Oui, qui te décrédibilise. Il y a quoi dans la checklist ? Dans la checklist, il y a aussi est-ce que ta vision politique est très 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 conforme à exactement les autres choses que pense ton camp. C'est-à-dire, en gros, si je le dis autrement, si tu penses un truc, est-ce qu'on peut deviner tous les autres trucs que tu penses ? D'accord. Ouais, donc il y a ça. Est-ce qu'on se voit, nous et nos alliés, avec un monopole sur la morale ? Et après, c'est en anglais, est-ce qu'on démonise ? Ça veut dire quelque chose, démonise ? Ouais. Est-ce qu'on démonise nos opposants politiques ? C'est diabolise. Diabolise. Ah, voilà, tu vois, ça n'existait pas. Nos opposants politiques. Est-ce qu'on a plus de dégoût que d'empathie pour eux ? Et est-ce qu'à chaque fois qu'ils pensent quelque chose, est-ce qu'on leur attribue les motifs les moins charitables possibles ? Est-ce qu'on interprète ce qu'ils disent de la manière la moins charitable possible ? Tout ça, c'est des exemples de réflexion de bas de l'échelle. Voilà. Là, c'est intéressant. Moi, je trouve ça bien d'avoir un peu une checklist. Tu sais, c'est comme, encore une fois, comme Viktorovitch, où il énonçait un peu les procédés rhétoriques fallacieux. Ouais. Depuis que je les connais, j'essaie de les voir chez les gens et chez moi-même, et du coup, j'adapte mon jugement en conséquence. Même chose, tu pourrais avoir ta petite checklist, et quand tu vois quelqu'un qui est en train de bolosser... Ouais. Non, mais voilà. Mais du coup, le postulat du bouquin, enfin, le What's Our Problem, en gros, le problème de ce que je comprends, c'est l'incapacité à discuter et à avancer et à collectivement faire avancer une réflexion sans conflit, quoi. C'est ça le problème, en fait. Je pense que ce qu'il va essayer de démontrer, c'est qu'on a une espèce de spirale qui nous emmène vers le bas de l'échelle. C'est-à-dire, pour moi, l'axe des X, il est inchangé. Les gens qui sont à droite, ils sont à droite. Ouais. Les gens qui sont à gauche, ils sont à gauche. Mais lui, ce qu'il essaie de démontrer, c'est qu'il y a une espèce de spirale qui va nous emmener vers le bas de l'échelle, donc vers les golems, alors qu'on aurait envie d'avoir une spirale qui nous emmène plutôt vers les espèces d'esprits illuminés, les génies. Et donc là, j'ai devant moi un petit schéma où, en gros, quand tu vas vers le haut, ça dit pousse le pays vers le haut. Et quand tu vas vers le bas, vers les golems, pousse le pays vers le bas, quoi. Ouais, mais du coup, quand tu es en bas, en gros, ça se matérialise par une crispation, une incapacité à discuter, une incapacité à créer des projets de société communs, des conflits et une indignation perpétuelle et des invectives. En gros, c'est ça le truc. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc ça, c'était quand on a mis... Donc en gros, le problème, c'est plus parce que j'essaie de comprendre le truc. Vas-y. Il pense que le problème aujourd'hui, c'est notre incapacité à faire collectif et à avoir des disagreements, des désaccords de manière constructive, quoi. Je pense que là, faut pas sauter, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que là, je pense qu'il est surtout dans la définition de certains concepts, en fait. Pour l'instant, il est pas, tu vois, il dit, ok, on a l'échelle, c'est le Y, on a le droit de gauche, on fait jamais attention à Y. Enfin, tu vois, il est plus dans la définition des concepts pour l'instant. Okay. Et là, justement, on va commencer avec ce qu'il appelle la downward spiral, donc la rétroaction négative ou la spirale vers le bas. Et donc là, peut-être, on va répondre à ta question. Ok, on a le concept de l'échelle, on a appliqué à la politique, donc jusque-là, pas de problème. Et donc lui, il va argumenter qu'on est dans une spirale descendante. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il va te dire, c'est pas la biologie qui a changé, parce que la biologie, ça change pas aussi vite, c'est forcément l'environnement. Donc, comment on explique que l'environnement a shifté de façon à nous faire descendre sur l'axe des Y, donc vers le bas de l'échelle. C'est quoi les différents phénomènes qui font qu'on descend ? Alors, je sais pas, je pourrais te poser la question, est-ce que tu as des idées ? Mais c'est un peu complexe, je pense, comme question pour répondre à la volée, à moins que tu aies une illumination. Non, moi, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a un gros aspect technologique à la chose. Ouais. Et si je devais répondre comme ça, je dirais qu'il y a un aspect démographique et technologique. C'est qu'en gros, vu qu'on est 100 fois plus qu'il y a je sais pas combien de temps, ça génère une forme de cacophonie et ça devient plus dur de collectivement s'organiser. Ouais. Et par ailleurs, on a des espèces de technologies qui font que l'information, il est extrêmement facile de produire de l'information et de la véhiculer. Ouais. Et même chose, ça génère du brouhaha
D'accord, bah Enfin, c'est un des trois, ouais. Alors, moi j'en ai choisi trois. ouais. On va faire les trois. Donc, le phénomène numéro un qui nous emmène vers le bas, c'est très bien illustré par un exemple. Je sais pas si ça a un nom. Il dit, imagine, tu te disputes avec ton frère. Puis là, il y a tes cousins qui arrivent et qui se foutent de la gueule de toi et de ton frère. Bah, tu vas faire quoi? Bah, tu te disputes avec ton frère, mais là, tu vas t'allier avec ton frère pour affronter tes cousins. Et puis là, imagine, il y a une autre famille qui vient se moquer de votre famille. Et ils disent, haha, c'est la famille Bolos encore en train de se disputer. Et bah là, tu vas t'allier avec tes cousins et tu vas détruire l'autre famille. Enfin, tu vas t'allier pour affronter l'autre famille. Et après, la dernière petite vignette sous Paint, c'est tu recommences à te disputer avec tes cousins. Donc c'est assez drôle, mais on voit tous le phénomène. Et donc, en gros, tout le monde est familier avec ce concept. Tu as une unification et une désunification des golems qui se fait en fonction de la situation. Et pourquoi ça s'applique ici? Bah parce que quand le pays est en situation de paix, il dit que logiquement, tu as une poussée vers des divisions internes dans le pays. Alors que quand le pays est en situation de guerre, il a plutôt tendance à être unifié et à être en affrontement avec un autre pays. Tu vois. Enfin, je sais que quand tu as eu le 11 septembre 2001, tu avais même les gens à gauche, ils avaient des drapeaux américains, tu vois, typiquement. Donc, mais ça, on connaît tous ce phénomène-là. Donc, ce phénomène numéro un. Tu vois Ouais, le truc, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. ah putain, il jette un pavé dans Voilà, la mare. je m'oppose à Tim. Non, mais en gros, c'est le phénomène de l'ennemi commun, tu vois. Effectivement, quand Mhm. tu as un ennemi commun, t'es plus soudé et les dissensions internes, tu les mets de côté. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est un peu ce phénomène qui est décrit. Mhm. Mais pour moi, ça, c'est plutôt un phénomène qui t'emmène vers le golem plutôt que c'est un phénomène qui t'emmène vers le fait d'être éclairé, tu vois. En gros, le fait d'avoir un ennemi commun et de resserrer les coudes face à un danger et de mettre de côté les dissensions, Mhm. ça veut pas dire que du coup t'es quelqu'un qui est plus honnête intellectuellement et plus capable de discuter et plus capable, tu vois ce que je veux dire. Ça veut juste dire que t'as une forme de monopensée qui se crée et du coup la collaboration elle est facilitée effectivement, mais est-ce que c'est socialement et intellectuellement intéressant? C'est pas une évidence pour moi quoi. Ouais, je te rejoins un peu, c'est intéressant ce que tu dis. Oui. C'est-à-dire que tu dis, bah, t'as beau avoir un ennemi commun, tu peux toujours être d'accord Sur de la connerie quoi, sur de la connerie, ouais. Ouais, genre le macartisme tu vois, genre. ouais, ouais, non, non, mais d'accord. Euh, Oui, oui, non, mais en effet. Euh, Je suis donc, d'accord. donc, euh, Ouais. donc en gros, on va dire que ça facilite la collaboration parce que du coup tout le monde est d'accord et tout le monde est soudé. Mm. Mais est-ce que ça facilite la créativité, l'ajustement de l'objectif par la critique? Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, ouais. Non, non, mais Ouais. c'est un bon point. C'est un bon point. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, je sais pas s'il y a une réponse là-dedans, mais lui, dans son contexte aux US, il a l'impression que c'est intenable, en gros, entre la gauche et la droite. Et qu'on n'arrive plus à se parler entre la gauche et la droite aux US. Je dis on, je suis pas américain. Je me mets à sa place. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, qu'il essaie d'expliquer pourquoi ils n'arrivent plus à se parler à gauche et à droite. Ouais. Mais je pense que ce que tu dis est vrai, que tu Non, peux ouais. aussi Non, te parler, mais dans la connerie, quoi. mais effectivement, mais je pense que en fait, on a tous les deux raison. Enfin, je pense que c'est un curseur quoi. En gros, si t'as vraiment rien qui te soude, tu vois, en fait, il Oui, faut que oui. t'aies quelque chose qui font que t'aies un sentiment d'appartenance, que tu te sens proche des gens qui sont dans le même pays que toi, que t'aies un peu un élan vers quelque chose, tu vois. Oui, oui, non, mais... Donc c'est ce qu'on dit sur un peu, tu sais, on dit genre pourquoi les Français s'éloignent de la politique, tu vois. Hmm. Il y a plein d'hypothèses, et il y a plein de trucs, mais tu vois, pourquoi là, en général les gens s'éloignent de l'optique, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus trop d'idéologie, euh, on n'a plus trop d'ennemis, enfin pendant longtemps on n'avait plus trop d'ennemis, on n'avait plus trop d'idéologie, maintenant ça commence à revenir avec les inégalités, l'écologie, etc. Hmm. Mais en gros, voilà, donc tu peux dire, si c'est un curseur quoi. Si t'es trop soudé, t'as un ennemi et t'es en mode macartisme ou Corée du Nord, tu vois, bah tu vas être con. Ici, t'es vraiment pas d'ennemi et t'es trop confortable et machin, tu commences à tout remettre en question Ouais, et t'as pas d'élan commun pour construire un truc quoi. ouais, c'est pas mal. C'est pas Donc mal. en gros, c'est pas un boulet 1 quoi. Hmm. C'est pas mal. Du coup, ça, c'était le phénomène numéro un. Le phénomène numéro 2, celui-là, il est hyper intéressant, c'est qu'il dit que plus les gens ont les moyens de choisir où ils veulent habiter, plus ils vont avoir envie d'habiter à côté de gens qui sont comme eux. Et donc, tu vas avoir au fil du temps des gens qui déménagent et qui se regroupent géographiquement entre eux, entre guillemets, donc dans une boucle de rétroaction, je ne sais pas si on peut appeler ça négative,
Et voilà, et c'est logique, tu sais, les gens qui votent à gauche, ils veulent être à côté de gens qui mangent des avocats toast, qui font des escape games. Voilà, tu vois, c'est logique. Et il donne une stat. Qui font des escape games. J'ai beaucoup aimé. Bah oui. Et j'avais noté aussi qu'il cuisine avec de la sauce gnoc mam, mais je me suis dit, c'est moins marrant que. J'ai plein de blagues en général. Donc, ouais, il donne une stat hyper intéressante. C'est en 76, les Américains qui vivaient dans un État dit landslide, c'était 27%. Et un État landslide, c'est un État où en gros ça sert à rien d'aller faire campagne parce que tu sais qu'ils vont voter soit à gauche soit à droite et que c'est plié, quoi. Ça, c'est un landslide. Et donc là, c'était 27% en 76. Et en 2020, c'est 58% des Américains qui sont dans un landslide État. Donc ça n'a rien à voir. Tu vois. Ils sont clairement regroupés entre amateurs de avocado toast et il peut faire une blague à droite aussi, mais j'ai pas bossé la blague. Donc bizarrement, il a pas de blague à droite. Ah oui Et donc, ça, c'est le phénomène numéro 2. Ça, c'est intéressant quand même, le phénomène numéro 2. Le phénomène de si tu as les moyens de bouger, bah, voilà, ça crée Oui, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on a plus de choix. Et enfin, sur notre lieu de travail, même plus de choix en règle générale. Et du coup, ces choix génèrent de l'homogénéité idéologique par la géographie, par le travail, par les amis. Parce que ce que je veux dire, c'est que là, la géographie, c'est un élément qui, je pense, est super important, et il a raison. Mais en fait, tu peux limite l'étendre à tout, quoi. Avant, que tu étais dans ta tribu, tu pouvais pas aller te faire des amis dans la tribu ailleurs, quoi. Tu étais obligé de rester. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, genre, en gros, aujourd'hui, on a un peu le choix de plein de choses, quoi. Et du coup, on peut choisir sur notre entourage, notre lieu de vie, notre travail, notre machin. Enfin, ça dépend, mais plus ou moins, quoi. Et du coup, tes choix peuvent générer une forme de bulle autour de toi, quoi. Ouais, yes. Donc ça, c'était... Celui-là, je connaissais pas. Et le phénomène numéro 3, c'est un peu ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il explique qu'avant, tu avais 2 chaînes d'infos. Donc en fait, si le présentateur il donnait des infos de manière biaisée ou pas fair-play, bah, c'était mauvais pour ta réputation, c'était mauvais pour les audiences, tu perdais beaucoup de ton audimat, parce que tu te dis, ok, juste, c'est n'importe quoi. Et en fait, avec la fragmentation des médias, maintenant, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que tu veux être un média fanatique dans la manière de rapporter tes infos, parce que c'est ça qui te fait gagner de l'argent. En fait, il y a une chaîne pour tout le monde. Et il fait remarquer un autre truc qui est hyper intéressant, c'est que finalement, j'avais pas pensé à ça, mais c'est plus cher de couvrir un événement avec vérité et précision que juste de dire ouais, les autres c'est des cons et nous on est les plus intelligents. Et ça, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Non, mais c'est plus cher de faire du journalisme, ça paraît évident, mais c'est plus cher de faire du journalisme de qualité que de dire oui, nous avons invité 5 personnes qui sont d'accord et on va aller chier sur l'autre camp. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai qu'on n'a jamais pris ça du point de vue du coût, quoi. Ouais. Et c'est de la junk food, en fait. Ouais, bah tu vois, ça, je crois que c'est pas mal, ça a été pas mal évoqué par les médias, tu vois. Parce que tu sais, genre, aujourd'hui, on a de plus en plus l'information est de plus en plus gratuite, et les gens rechignent de plus en plus à payer pour de l'information. Ouais. Donc, faut pas que chier sur les médias, c'est aussi de notre faute, quoi. Ah oui, non. Et en gros, tu sais, les médias, ils n'arrêtent pas de répéter l'information de qualité a un prix, etc. Mais en fait, c'est vrai, et je me rappelle, j'avais vu l'interview de je ne sais quel rédacteur en chef ou je sais pas quoi. Il disait, si tu veux avoir des correspondants en France, par exemple, dans les différentes régions ou à l'international, dans les différents pays, pour être vraiment sur place et bien couvrir l'événement, ça, ça a un coût. Si tu veux faire du journalisme d'investigation, c'est-à-dire des enquêtes longues pour avoir les preuves, pour recueillir le contradictoire, machin, ouais. Ça, ça a un coût. Et en fait, genre, au-delà du fait que l'information de piètre qualité ou l'information clivante, elle va générer de l'audimat parce que ça trigger nos émotions et c'est ça qui est engageant. Déjà, tu as cet aspect-là. Et en plus, en gros, c'est l'information de merde et le truc clivant, ça fait de l'audience de fait parce que ça joue sur nos biais, sur nos faillites mentales. Et en plus, c'est moins cher. Ouais, c'est donc, ça. Donc c'est Byzance, quoi. Tu te mets trop bien. Ouais. Et bon, c'est assez intéressant. Et du coup, c'est 3 phénomènes
je crois qu'il en donne plusieurs, mais c'est ceux que j'ai choisis qui font qu'on est en train de shifter du coup vers les golems et vers le bas de l'échelle de la pensée. Donc, voilà. Donc ensuite... Mais aussi, c'est... Comment dire? Ouais, en fait, ça m'intéresserait... Non, mais j'avoue, bon, c'est un autre sujet, rien à voir, mais ça m'intéresserait d'avoir des graphes un peu sur, genre, les dépenses, la dépense moyenne d'un Français dans l'information, tu vois. Ouais. Sur les 100 dernières années, tu vois. Genre, combien on consacre en valeur absolue et en pourcentage de notre revenu pour la culture ou l'information, tu vois. Et voir si ça descend, si ça augmente, tu vois ce que je veux dire. J'avoue, on n'avait pas chopé ce genre d'infos dans les livres Avec de Julia Cagé. Je me souviens. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Peut-être on a juste oublié. Non, ça serait intéressant. Ouais. Donc ça, c'est la spirale qui va vers le bas. Et ensuite, il fait une analyse gauche-droite aux US qu'on fera pas, parce que du coup, c'est relou. Mais c'est quand même intéressant d'en dire deux mots, c'est-à-dire qu'il explique quand même pendant assez longtemps comment la gauche et la droite sont devenues problématiques aux États-Unis. Et je me suis posé la question sur la France, après on pourra se poser la question. Mais en gros, aux États-Unis, ils ont l'air d'avoir un vrai problème parce que à droite, ils ont élu un gars, donc Trump, qui piétine toutes les valeurs des conservateurs américains. Je pense qu'il est en accord avec aucune valeur, un peu classique du conservatisme. Et c'est un gars aussi qui a menacé la démocratie, tu sais, en n'acceptant pas les résultats des élections. Tu te souviens, il y a eu l'invasion du Capitole. Et alors moi j'y connais rien, mais j'ai souvent entendu dire qu'on pense très sérieusement que Mike Pence, qui était le vice-président, s'il avait cédé aux pressions de Trump, en gros, c'est fort possible que les résultats 2020, ils auraient été invalidés. Bon, alors je comprends rien, je précise, je connais pas la Constitution américaine, mais j'ai entendu beaucoup de gens expliquer ça. Et donc faut quand même se dire que, en gros, ils étaient quand même à deux doigts de passer à côté d'un truc gravissime. Et tu te dis, tu as quand même un problème à droite où tu as des gens quand même qui élisent Trump, entre guillemets, juste pour faire chier la gauche, quoi. Et c'est quand même, c'est quand même tombé bien bas. Donc, alors, je vous fais en quelques lignes un truc qui prend plusieurs pages, mais je trouvais ça intéressant. Et à gauche, tu as un autre problème. Donc, tu as des gens qui sont très éduqués, qui sont dans des institutions prestigieuses, donc éducation, université, médias, dirigeants d'entreprise, et qui vont avoir le cerveau ravagé par un peu les nouvelles théories de justice sociale illibérale. Tim Urban, il les appelle. Alors, voilà, il cite tous les épisodes les plus connus de Panique morale à gauche. Il les a tous cités et tous compilés. Donc, c'est un chapitre touffu. Mais on peut se référer à l'épisode qu'on a fait qui s'appelle The Coddling of the American Mind pour pas les refaire, mais juste voilà, être un peu dérangé du cerveau alors que tu es censé être l'élite, c'est quand même que ton pays va mal. Voilà, donc en gros, lui, il fait ce constat alarmant de deux golems sous stéroïdes qui s'affrontent. Et j'ai pas l'impression qu'on ait la même chose en France. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, en France, on a deux partis qu'on pourrait dire extrêmes et un espèce de parti néolibéral au centre, entre les deux, quoi. Juste qui rafle toutes les voix parce que à chaque fois, les gens ils disent ah non, ils sont peut-être un peu extrêmes les deux. Mais du coup, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo. C'est vrai que c'est marrant. Ouais. Et t'avais cette grille de lecture aux États-Unis aussi ou pas? Non, j'avoue, parce que je m'étais pas trop intéressé à la question, en fait. Je m'étais juste arrêté à putain, quel Golemont, Trump. Et voilà. J'avais pas du tout réfléchi à genre comment ils en sont arrivés là, pourquoi. Enfin, tu vois, les États-Unis, c'est quand même un continent mystérieux pour moi, tu vois. Genre, c'est déjà c'est un pays où c'est 52 pays, tu vois. Enfin, non, c'est moi qui écoute trop de podcasts en anglais, je pense. Donc voilà, bon, on le fait pas, mais je pense que c'est parce qu'on l'a déjà traité. Donc c'est l'épisode de Coddling of American Mind pour la gauche. À la droite, je pense pas qu'on l'ait traité. Mais bon, à droite, c'est plus évident que quand tu menaces la démocratie, c'est un peu grave. Donc le prochain chapitre, c'est l'histoire du roi moustache, Georges. Donc, c'est la légende du roi moustache. Donc il nous fait des petits dessins paint. Il nous dit imagine un monde où ce que pensent les gens est représenté par la couleur du cerveau et où ce qu'ils disent est représenté par une espèce d'aura autour d'eux mais qui est colorée également.
Et donc il va te dire, idéalement, le cerveau va avoir la même couleur que le cercle autour du cerveau, enfin que l'aura, quoi. Et donc ça veut dire je sais pas si on a compris la métaphore, que en gros tu dis ce que tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Ton aura a la même couleur que ton cerveau. Et donc chacun peut facilement tracer une sorte de courbe, faire une sorte de bilan et voir quelles idées sont mainstream et quelles idées sont plus rares. Donc tu vas t'apercevoir que penser X, c'est hyper commun, mais que de penser Y, c'est assez rare. Et il fait des petits dessins, il montre que la courbe, elle peut se déplacer. Typiquement, sur le mariage gay, au début, c'était rare les gens qui étaient d'accord, et là, ça s'est déplacé. Tu vois. Donc ça, c'est pas immuable. Et donc ça, Georges, c'est le monde idéal du roi barbu. Mais un jour est arrivé le roi moustache, et il a interdit aux gens de se moquer de sa moustache. Et donc, Tim Urban nous dit que si par la loi, tu interdis certaines idées, tu vas changer automatiquement le terrain de jeu, c'est-à-dire que la couleur des cercles de certaines personnes va prendre une couleur différente de la couleur du cerveau. Et donc, la courbe que chacun va tracer, donc quelles sont les idées mainstream, quelles sont les idées fausses, en fait, va être fausse, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée qui est finalement ultra mainstream, mais tu vas avoir l'impression que personne pense comme toi. Et donc, je sais pas si tu vois pourquoi c'est ultra pernicieux, je pense que c'est un peu évident. Ça rend difficile le consensus, quoi. On va dire, non, c'est pas ça. Je sais pas si ça rend difficile le consensus. L'exemple que j'avais en tête, c'est, je sais pas, imagine t'es en Corée du Nord, et je pense que tout le monde doit se dire, ah ouais, c'est quand même pas ouf le régime actuel. Sauf que vu que tout le monde dit que le régime actuel c'est trop bien et qu'ils se mettent trop bien, du coup, toi, tu te dis que t'as une idée à la marge, quoi. Enfin, que t'es un... Oui, en gros, t'as plus de difficultés à assumer tes idées parce qu'elles te paraissent ultra marginales, quoi. Ouais, c'est ça. T'as l'impression d'être en dehors de la fameuse courbe d'Overton. Et donc, voilà, tu vas... Et aussi, je trouve que quand tu as l'impression d'avoir des idées à la marge, tu vas assigner une grande probabilité au fait d'avoir tort. Tu vas te dire, je pense ça, mais finalement, personne pense ça, donc c'est que je dois quand même me tromper quelque part, quoi. Tu vois un peu le truc? Ouais, je vois le truc. Mais j'attends que ça avance. Je suis pas sûr d'arriver au... Donc ça, c'est le monde du roi moustache. Et donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Et donc, ouais, il dit que ça dépend pas des idées, parce que si typiquement les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, gagnaient assez de pouvoir pour punir ceux qui pensent que la Terre est ronde, pour intimider les gens qui pensent pas comme eux, si sur des médias réputés, ils diffusaient leurs idées, ils les diffusaient à l'école, il dit que le nombre de personnes qui croient ça monterait en flèche. Donc, ce qui veut dire, c'est que finalement, c'est assez puissant. Comment dire, c'est assez puissant le phénomène de croire qu'une idée est mainstream, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que là, il donne son exemple avec les platistes et je trouve que ça se comprend. C'est-à-dire que le fait de rendre une idée mainstream, d'avoir l'impression que tout le monde pense ça, ça a quand même une certaine portée et une certaine puissance, quoi. Ouais, mais du coup, j'arrive toujours pas à comprendre. En gros, il dit, par exemple, aujourd'hui, on est dans une société où il y a de plus en plus de tabous, où il y a de plus en plus de sujets sur lesquels il faut avoir une manière de penser et les autres manières de penser sont réprimées, quoi, ou sont déconsidérées. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'en gros, il considère qu'aujourd'hui, on est dans une société comme ça où il y a beaucoup d'interdits, d'interdits d'opinion. Et que du coup, beaucoup de gens se refusent à exprimer leurs vraies opinions parce qu'ils ont peur d'être un peu rejetés par la société. Ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a l'impression que c'est vraiment avec notre grille de lecture à nous en France, est-ce qu'on a l'impression que c'est vraiment un problème qu'on a aujourd'hui de ne pas pouvoir donner son opinion et d'être facilement jugé? Je sais pas. J'ai pas forcément l'impression. Ouais, c'est ça, moi j'ai pas... Enfin, si tu veux, moi j'ai l'impression qu'il y a une hystérisation du débat. Donc effectivement, il y a une forme d'incapacité à discuter
ou une forme ouais, c'est ça, de difficulté dans l'acceptation des idées opposées, quoi. Mais par contre, les idées opposées sont là, quoi. Genre la droite, elle est plus décomplexée que jamais. La gauche, bah eux aussi, ils poussent quand même leurs opinions, et ils sont plus woke que jamais, on va dire. Donc tu vois, il y a des opinions radicalement différentes qui s'expriment, quoi. Ouais. Après peut-être parce qu'elles ont le quota minimal d'adhésion pour pouvoir être exprimées, tu vois, donc la fenêtre d'Overton, machin. Mais en tout cas, elles sont très opposées, quoi. Ouais. Bah, le truc qu'on peut faire, c'est que je peux donner les deux exemples que lui, il avait trouvés et qui se sont recoupés parfaitement avec les deux exemples que j'avais en tête, parce que moi, quand tu m'expliques ça, j'ai quelques exemples en tête, mais j'en ai pas pléthore, tu vois. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que oui, ok, c'est rigolo. En effet, on va citer deux exemples où on voit qu'on est mal à l'aise et qu'on peut pas trop en parler et que du coup, ça fait shifter l'opinion publique de manière un peu chelou. Donc, ça va être rigolo. Mais je sais pas si je suis d'accord que c'est un phénomène ultra répandu et que c'est en train de verrouiller notre société, tu vois. Je pense que... Oui, et puis, c'est toujours la même chose, tu sais, c'est affaire de nuances, quoi. Ouais. Genre... En fait, c'est très dur de dire est-ce qu'il y a trop de sujets qui sont tabous, est-ce qu'il n'y en a pas assez. Enfin, tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses pas aller à la télé et présenter, comme à l'époque de Gabriel Maznev, là, où tu présentes un bouquin où tu racontes comment t'encules des enfants, ou j'en sais rien, ou comment t'as une histoire d'amour avec Je connaissais pas ce dossier sombre. Tu connais pas Gabriel Maznev? Non. Bah, c'est un écrivain, en gros. Bon, il enculait pas des enfants, mais en gros, il racontait, il écrivait des romans biographiques où il expliquait qu'il aimait les mineurs, quoi, concrètement. Et qu'il avait des histoires d'amour avec telle personne, qui avait 16 ans et que c'était une histoire d'amour formidable, tu vois. Sachant que lui avait 50 ans, tu vois, je sais pas quel âge. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a des passages de Lina, vous pouvez regarder sur okay. YouTube. Il est chez Bernard Pivot, il explique comment il kiffe poutrer des enfants, tu vois. Et tu vois, genre, aujourd'hui, par exemple, et sur tout le plateau, personne ne s'indigne à part une écrivaine québécoise qui est là, mais genre, mais what the fuck, tu vois. Et tous les autres, ils sont là, c'est formidable. Et bon, bref, mais tout ça pour dire que c'est une illustration de quelque chose qui aujourd'hui n'est plus dissible, par exemple à la télé, tu vois. Tu peux plus faire une Gabriel Maznev aujourd'hui, tu vois. D'accord. Est-ce que c'est bien? Moi, je pense que c'est bien, tu vois. Oui, d'accord. Mais après, il y a d'autres sujets où je pense que ça va trop loin et il faudrait avoir une discussion, tu vois. Ok. Mais du coup, pour moi, le débat, c'est plus... Mais en fait, c'est dur à factualiser, tu vois. C'est dire quel est le pourcentage de sujets de société qui sont aujourd'hui tabous et sur lesquels on ne peut désormais plus discuter, tu vois. Ouais, justement, il va le factualiser, mais que sur deux sujets. Donc, on va pas le factualiser en mode c'est quoi le pourcentage de sujets, mais au moins sur les deux sujets, ça va être un peu plus factuel. Plus sur le premier que sur le deuxième. Mais on va voir. Enfin, en tout cas, je pense que ça va être intéressant. Après, je sais pas si on va en ressortir en se disant oui, c'est en train de verrouiller la société. Mais c'est intéressant. Donc, un des premiers sujets du roi moustache, où en gros on a interdiction de se moquer de la moustache du roi moustache, c'est tu sais, les violences policières sur les minorités raciales. Donc ça va être son premier sujet. Et donc il va commencer par dire, tu vois, aux États-Unis, il a compilé, enfin c'est pas lui qui a compilé, mais du coup il fait un petit dessin où il dit le top 10 des personnes qui sont non armées, qui ont été tuées par la police. Il met en gros le nombre d'articles qui ont été écrits dessus. Et donc, évidemment, 9... je ne sais pas si je me fais comprendre ce que je dis. En gros, il fait le top 10 des personnes non armées tuées par la police. Et donc, le premier, c'est celui où il y a le plus d'articles qui a été écrit dessus. Le deuxième, c'est ainsi de suite. C'est top 10 par nombre d'articles écrits. Et donc, évidemment, le premier, c'est George Floyd, qui rentre même pas sur le graphique. Donc, ça fait une espèce de serpentin comme ça qui va à l'infini. Et ensuite, il y a sur les 10, il y a 9 noirs et un blanc. Et donc, il se dit, en gros, que c'est très diffusé comme information. Et après, il montre un sondage 2019 où, en gros, on demande aux gens, selon eux, combien de noirs non armés ont été tués en 2019 aux USA. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que c'est un phénomène qui va de droite, qui marche à droite et à gauche,
Et typiquement, il y a 25% de la population, et ça marche à peu près aussi à droite et à gauche, qui surestime le chiffre d'un facteur 300. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc lui, il dit, mais genre en gros, t'as 25% de la population qui disent qu'il y en a plus de 10 000 par an. Et ah oui, attends, t'en as 25% qui disent qu'il y en a plus de 10 000 par an, et t'en as un autre 25% qui disent que c'est à peu près 10 000. Et alors que le chiffre, ça doit être... c'est 200 le chiffre. Yes. Et donc, tu vois un peu son point ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, il y a... je pense que tu apparais comme un connard, et c'est très difficile d'avoir ce genre de conversation, de dire bah oui, non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Et que du coup, en fait, tu as une sorte de distorsion de l'opinion publique qui peut aller jusqu'à des facteurs x 300, quoi. Et Oui. tu vois ou pas un peu le truc après? Vas-y, ouais. Non, mais oui, je vois ce qu'il veut dire. Bah, c'est que... ouais, en fait, c'est que t'as un emballement médiatique, quoi, sur... Mais c'est marrant parce que c'est pas un... Ouais. C'est marrant parce que c'est quand même pas un sujet consensuel entre la droite et la gauche américaine, tu sais, les violences faites aux Afro-Américains, etc., et le rôle de la police, blablabla. Et donc, je sais pas si je me serais dit que ça aurait été traité différemment en fonction des médias. Ah oui, tu Mais en penses? gros, Ouais, moi j'ai l'impression que c'est très très dur de commenter là-dessus sans apparaître comme le plus gros fils de pute que la Terre ait porté, quoi. Je pense que tu dois avoir une distorsion quand même qui va dans ce sens-là, quoi. oui. Non, mais oui. Enfin, c'est un exemple de... en gros, quand tu as un traitement, un traitement en fait, que le traitement médiatique d'un sujet donné peut être très émotionnel et très éloigné de la réalité, en fait. C'est Ouais. que, en fait, avoir une pensée un peu critique et bah, tu sais, c'est ce on revient toujours sur les chiffres, quoi. Tu sais, genre, moi, je respecte ce qui est pas chiffré, en fait, ça m'intéresse pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, c'est une question, c'est une forme d'esprit, quoi. Enfin, c'est une manière de penser, quoi. Genre, les gens sont beaucoup plus sensibles au récit, à la narration, à l'émotion, et beaucoup moins sensibles à la froideur des chiffres. Mais pour faire des décisions collectives et pour arbitrer à l'échelle d'un pays, tu vois, bah, il te faut des chiffres, en fait. La narration, tu t'en fous, quoi. Alors, je sais pas, moi, c'est ce que je retiens de ça, mais... Bah, en fait, moi j'en en fait, retiens... c'est des stats, quoi. Tu veux les stats, tu t'en fous de l'histoire de Robert ou de... Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi j'en retiens rien, si ce n'est que c'est intéressant. Et tu vois, il y a un autre sondage où ils ont demandé d'estimer le pourcentage total de personnes noires tuées par la police, donc c'est 25%. Et encore une fois, ça a été grandement surestimé par tous les groupes, même de gauche à droite. Donc typiquement, le plus à gauche, c'était estimé à 60%, et le plus à droite, c'était estimé à 45%. Et alors, moi, si je paraphrase ce qu'il dit, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a personne à gauche ou à droite qui a envie de toucher ce sujet avec un bâton même avec un bâton de 3 mètres, quoi. Et donc, du coup, bah, ça rejoint un peu ce qu'il dit, c'est que ça fait une espèce de distorsion de la réalité. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant, quoi. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a le côté, effectivement, genre homogénéisation de la pensée et genre foudre qui s'abat sur toi dès que t'émets une pensée nuancée ou une pensée divergente. Donc, c'est ce qu'il dit. Mais il y a aussi le phénomène de capacité à prendre du recul et à contextualiser un phénomène, tu vois. Qui sont deux éléments liés, tu vois, mais pas exactement pareils, quoi. Et je trouve que dans le race to the bottom, là, qu'il décrit, il y a le côté, genre, est-ce qu'on est capable de discuter? Est-ce qu'on est capable d'accepter une opinion dissonante? Est-ce qu'on est capable est-ce que nos idées, on considère pas que nos opinions politiques font partie de notre identité? Est-ce qu'on n'est pas heurté dès qu'on nous dit quelque chose qui est pas parfaitement aligné avec ce qu'on raconte? Mais tu as aussi le deuxième aspect, c'est est-ce que collectivement, dans les médias, dans nos lectures, dans nos pensées, on est capable de s'éloigner de l'émotionnel et d'être un peu plus... et de contextualiser les phénomènes, quoi. Donc c'est ce qu'on dit avec notre histoire de stats, quoi. Et on veut des stats. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour moi, c'est un peu deux phénomènes distincts, mais qui sont importants, quoi. Ouais. Bon, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et donc, il va s'attaquer à un autre sujet hyper contentieux dans le royaume du roi moustache, mais ça, on peut passer un peu plus rapidement. Bah, tu sais, c'est le truc hyper contentieux, c'est la différence de salaire homme-femme. Ouais. Et bon, ça, on a fait tout un bouquin pour essayer de traiter ce sujet, Why Men Earn More. Mais en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'il m'a fait découvrir le site Payscale.
Et en fait, je trouvais que c'était assez une mine d'or, ce site. En fait, c'est une entreprise que tu payes pour gérer les salaires, donc pour faire du conseil en salaire. Tu les embauches quand tu veux. Tu sais, traquer que tout le monde est payé équitablement, je sais pas, par rapport à la concurrence, tu payes les gens équitablement et tout. Donc c'est marrant, ça paraît évident, mais je savais pas que ça existait. Ouais, il y a en France une boîte qui fait pareil qui s'appelle Figure. Bah voilà. Okay, que j'ai déjà utilisé personne. Et en gros, c'est effectivement, tu sais, quand tu veux recruter quelqu'un, tu veux savoir quel est le prix de marché, comme ça tu te positionnes. Et après, quand tu veux construire tes grilles de salaire, tu vois un peu en fonction du lieu, en fonction du job, etc. Ouais. Bah ouais, et du coup, d'après... Donc ça, auparavant, ça se faisait à l'ancienne, en mode les RH, ils allaient demander entre RH, tu vois. Mais du coup, maintenant, on évite la guilde des RH, tu vois, et on a un logiciel pour faire ça. Et donc, sur ce site, après, ça vaut ce que ça vaut, mais je me dis, c'est leur taf et ils ont une quantité pachydermique de data. Ils ont vu que du coup, les femmes étaient payées 0,83 centimes quand les hommes sont payés 1 euro. Mais ils ont aussi vu qu'elles étaient payées 0,99 centimes quand les hommes sont payés 1 euro. Si on est à position égale, éducation égale, expérience égale, secteur égal et heure travaillée égale. Et donc, ça corrobore un peu ce qu'on a vu dans le livre Why Men Earn More. Juste pour pas épiloguer là-dessus, c'est vrai que vu que tu peux pas ne pas avoir l'air d'un connard en fait quand tu dis ça, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne se sait pas. Je sais pas si je l'exprime bien. J'ai l'impression que ce n'est pas common knowledge. Oui, je suis d'accord. Donc ça pourrait être un deuxième exemple de distorsion de la réalité, juste parce que tu as l'impression d'être genre le dernier des fils de pute quand tu dis ça, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Donc tu vois, au-delà du fait que les deux exemples qu'il a trouvés, ils sont intéressants, je sais pas si c'est un phénomène de société, j'ai pas l'impression. Enfin, je n'ai pas l'impression que c'est un phénomène qui gangrène la société. Non, mais c'est vrai que... Mais tu peux trouver des trucs... après, c'est compliqué parce que je trouve qu'en gros, tu as aussi un sujet de genre... on dit combien on tolère les opinions divergentes, mais aussi tu as une question de combien tu tolères la nuance, tu vois. Ouais. Et parce qu'en fait, en gros, là, ce qu'on dit par exemple, avec les violences policières sur les Noirs, ce qu'on dit, c'est que je pense qu'aucun de nous, ni même lui, ne réfute une forme de stigmatisation et d'oppression des Afro-Américains aux États-Unis. Mais il dénigre pas la cause globale, et je pense que globalement, il pense que sur plein d'aspects, ils sont niqués, mais pas sur cet aspect-là, tu vois. Donc il introduit de la nuance, tu vois. Ouais. Même chose sur le salaire des femmes, tu vois. Je pense qu'on est quand même tous d'accord qu'il y a une forme d'inégalité homme-femme et que les femmes sont désavantagées sur plein d'aspects par rapport aux hommes, mais on dit peut-être pas l'aspect salaire, ou peut-être pas de la manière dont on croit. Tu vois. Oui, peut-être pas de la manière dont on croit, et peut-être que ça vient du fait que tu as un mécanisme capitaliste où en gros les entreprises, elles ont envie juste de maximiser leurs profits, tu vois. Et exactement. Peut-être qu'il y a une... Je sais pas si c'est ça l'explication, mais peut-être qu'il y a une explication élégante. Peut-être qu'on attaque le problème pas du bon sens. Et même dans le site PayScale, ils disent fait quand même la stat de 83 centimes pour 1 euro, c'est quand même important parce que ça veut dire que les métiers des femmes sont peut-être pas aussi bien considérés que ceux des hommes, blablabla. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses à dire. Ouais. Voilà, exactement. C'est juste que tu introduis de la nuance. Exactement. Et en fait, il y a peut-être un sujet aussi, effectivement, on est moins tolérant à la nuance aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, ou peut-être au global, d'un côté, mais de l'autre, parfois tu te dis aussi, tu sais, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut un peu de radicalité pour faire avancer un sujet, blablabla. Et donc, tu sais, c'est cette tension entre combien tu dois être radical, et tu vois, genre, sur l'écologie, les climato-sceptiques, on leur chie dessus, tu vois. et tu vois, genre, chacun a son sujet... Mais tu vois, en fait, je trouve que c'est une question un peu irrésolvable, genre combien tu dois être activiste, combien tu dois être radical, combien tu dois être déterminé, versus combien tu dois être nuancé, être ouvert au débat, être ouvert au doute, etc. Dans l'optique de faire avancer une cause, tu vois. Si ton objectif, c'est de faire avancer une cause, sur le spectre, genre doute versus activisme, je sais pas trop où tu dois te placer, tu vois.
Ouais, mais en fait, je suis embêté avec ça parce que moi, je suis pas du tout convaincu que c'est un problème qui gangrène notre société. Je trouve que c'est rigolo d'avoir trouvé 2 exemples. Non, mais tu vois, je trouve que c'est rigolo parce que, tu sais, souvent, enfin, même dans le livre d'avant, tu sais, on se moquait des gens qui sont dans les sectes, des gens qui sont un peu dogmatiques et tout. Et en fait, c'est marrant de trouver des exemples où nous, on l'est un petit peu, tu vois. Voilà, c'est rigolo. Je trouve que c'est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui vérole la société? Je sais pas. Et c'est vrai que c'est marrant de voir que d'une part, quand tu fais des sondages d'opinion, c'est très influencé par le fait qu'on ait des problèmes sur ces sujets-là. Ouais, autre chose, non? Non. Donc on va faire la conclusion de What's Our Problem. Conclusion qui n'est pas extraordinaire. Mais on va la faire. Donc en gros, voilà, on a compris, notre problème c'est qu'on pense comme des fanatiques, qu'on veut empêcher les autres de parler. Alors ça, c'est ok, on a dit qu'on n'était pas forcément d'accord. Tim Urban nous dit quand tu intimides une personne afin qu'elle se taise, le halo lumineux autour d'elle disparaît, sa vision du monde reste scellée dans son cerveau. 2 solutions. Première solution, être conscient de soi, c'est-à-dire première chose, avant de regarder les autres, monte toi-même l'échelle de la pensée, comme dans l'avion, mais d'abord ton masque avant de mettre celui des autres. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, monte déjà toi sur l'échelle de la pensée, ça sera déjà ça de prix. Et niveau 2, fais preuve de courage, c'est-à-dire niveau 1, arrête de dire les choses auxquelles tu ne crois pas. Donc le niveau 1, c'est juste tais-toi. C'est niveau 1 de courage. Niveau 2, dire les choses auxquelles tu crois en privé à ceux à qui tu fais confiance. Et niveau 3 de courage, dis-le en public. Voilà. Et après, il termine en disant « Le courage est contagieux ». Voilà. Tim Urban, What's Our Problem? Conclusion qui n'est pas transcendante, mais le bouquin est sympa. Il y a quand même 2-3 concepts qui sont un petit peu sympas. Il y a 2-3 fois quand même où je me suis dit ouais, « ça c'est pas mal quand même ». Ah, c'est cool, ouais, non. Et puis même, j'invite vraiment les gens à aller voir le site Wait But Why. Ouais, parce qu'il y a vraiment des articles qui parlent à tout le monde. Et à chaque fois, quand tu découvres... Ouais, et quand tu lis pour la première fois un de ces articles, tu prends quand même une claque, t'es là, c'est quand même pas mal. Et donc peut-être que le bouquin est pas transcendant, mais en tout cas le format blog, lui, est transcendant. Bah, le bouquin, c'est comme une espèce de gigantesque article de blog. Ouais. Ouais. Et en plus, le bouquin n'existe pas en version papier, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc de Georges, tu vois. Tu peux que l'acheter en version digitale. Mais ouais, c'est comme un énorme article de blog. Le gars est cool et ouais, je pensais c'est cool de faire un hommage un petit peu à ces réflexions. Voilà, donc c'était What's Our Problem. Merci. On s'arrête là. Tu voulais rajouter un truc? Non. Allez. Bisous. Bisous. Ciao.